Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche, votre bulle d'histoire, votre moment pour voyager dans le temps, confortablement installé. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Historien du dimanche. Aujourd'hui, chères auditrices, chers auditeurs, nous allons plonger dans une histoire qui, des siècles après, continue de nous captiver, de nous inspirer, de nous faire rêver à la liberté. Une histoire de courage, de rébellion, et d'une quête désespérée pour la dignité humaine. Nous allons parler d'un homme, un nom qui résonne comme un cri, Spartacus. On connaît tous ce nom. On l'associe souvent à la révolte, à l'esclave qui a osé défier la toute-puissante Rome. Mais qui était-il vraiment? Comment un simple gladiateur a-t-il pu faire trembler l'Empire romain à son apogée? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Alors, installez-vous bien, on remonte le temps, direction l'Italie du 1er siècle avant Jésus-Christ. Pour comprendre l'ampleur de la révolte de Spartacus, il faut d'abord se représenter la société romaine de l'époque. Imaginez une civilisation brillante, organisée, puissante, mais une civilisation aussi bâtie, dans une large mesure, sur l'esclavage. Des millions d'êtres humains, capturés lors des conquêtes, vendus sur les marchés, ou nés dans la servitude, constituaient la force de travail de l'Empire. Ils étaient des biens, des outils parlants, sans aucun droit. Leur vie ne tenait qu'à un fil, celui de la volonté de leur maître. Parmi ces millions d'esclaves, il y avait une catégorie particulière, les gladiateurs. Des hommes, et parfois des femmes, formés au combat pour divertir les foules avides de sang dans les arènes. Leur vie était un mélange étrange de disciplines spartiates, d'entraînements acharnés, de gloire éphémère et de mort quasi certaine. Ils vivaient enfermés, nourris pour être forts, mais considérés comme peu de choses. C'était un peu le sommet de l'humiliation et de la brutalité de ce système. C'est dans cet univers impitoyable, à Capoue, une ville au sud de Rome, qu'un certain Spartacus se trouve. Les sources anciennes ne nous disent pas grand-chose de ses origines exactes. On pense qu'il était Thrace, une région située aujourd'hui en Bulgarie. Certains historiens racontent qu'il aurait été un soldat auxiliaire romain, puis capturé, vendu comme esclave. D'autres le voient comme un homme libre, devenu brigand, puis réduit en esclavage. Quoi qu'il en soit, en 73 avant Jésus-Christ, il est un gladiateur, au sein de l'école de Lentulus Batiatus, une des plus grandes et des plus réputées de Rome. Et là, dans cette école où l'odeur du sang et de la sueur se mêle à celle de la mort qui plane, une étincelle va naître. Une étincelle, puis un feu. Spartacus n'était pas seul. Il y avait d'autres hommes, des Gaulois comme Crixus et Enomaos, des Germains, tous ces hommes venus des confins de l'Empire, enfermés, forcés à se battre. Ils ont commencé à murmurer, à se rebeller contre leur sort. Et un jour, ils ont décidé que c'était assez. C'était un plan audacieux, désespéré. 78 d'entre eux, armés de couteaux de cuisine, de broches à rôtir, tout ce qu'ils pouvaient trouver, ont tenté de s'échapper. L'alerte a été donnée, bien sûr. Mais la surprise, la rage accumulée, ont été plus fortes. Ils ont réussi à se frayer un chemin hors de l'école, à s'emparer de quelques charrettes remplies d'armes gladiatoriales. Des armes, oui, mais d'abord des instruments de mort pour le spectacle, pas pour une véritable guerre. Ils se sont enfuis, ces quelques dizaines d'hommes, vers le mont Vésuve, ce volcan majestueux qui domine la baie de Naples. Vous savez, le même Vésuve qui engloutira Pompéi quelques siècles plus tard. Pour eux, c'était une forteresse naturelle. Au début, Rome n'a pas pris ça au sérieux. Des esclaves? Des gladiateurs? Une simple bande de brigands, facile à écraser. On a envoyé une petite force, quelques centaines de soldats, sous les ordres du préteur Claudius Glabé. Il a encerclé le Vésuve, pensant les affamer et les cueillir facilement. Mais Spartacus n'était pas n'importe qui. C'était un stratège né. Face à la pente raide du Vésuve, que les Romains pensaient infranchissable, lui et ses hommes ont eu une idée géniale. Ils ont tressé des cordes avec des sarments de vignes sauvages. Et, à la faveur de la nuit, silencieusement, ils sont descendus le long de l'autre flanc de la montagne, celui que les Romains ne surveillaient pas. Au lever du jour, les troupes de Glabé ont été attaquées par derrière, par surprise. C'était un carnage. Les Romains, pris de panique, ont été mis en déroute. C'était la première grande victoire des esclaves. Une victoire qui a eu l'effet d'une déflagration. Imaginez la scène. Des esclaves, des gladiateurs, avaient battu des légions romaines. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Dans les villas, dans les champs, dans les mines, partout où il y avait des esclaves, l'espoir a commencé à germer. L'espoir qu'une vie meilleure était possible, que la liberté n'était pas un rêve interdit. Et c'est ainsi que la bande de 78 hommes a commencé à grossir. Des esclaves en fuite, des bergers pauvres, des paysans sans terre, des hommes libres ruinés, tous ceux qui avaient quelque chose à gagner en renversant l'ordre établi, ont rejoint Spartacus. En quelques mois, sa troupe s'est transformée en une véritable armée, forte de dizaines de milliers d'hommes et de femmes. Spartacus, le gladiateur, s'est révélé être un chef militaire hors pair.
Il savait organiser, discipliner cette masse hétéroclite. Il les entraînait, leur apprenait à se battre comme des légions, mais avec la rage du désespoir en plus. Il savait aussi équiper ses hommes, les armes prises aux Romains vaincus, mais aussi des armes fabriquées sur place, avec les moyens du bord. Des forgerons esclaves, des charpentiers, tous mettaient leurs compétences au service de la cause. Les Romains ont continué à sous-estimer la menace. Ils ont envoyé d'autres préteurs, d'autres légions. Mais Spartacus les a tous vaincus, un par un. Il a mis en déroute les légions de Publius Varinius, de Lucius Furius. Il a fait preuve d'une intelligence tactique incroyable, exploitant le terrain, utilisant la surprise, la vitesse. Il n'était pas qu'un brutal guerrier, il était un cerveau. L'armée d'esclaves a traversé l'Italie du Sud, pillant les grandes propriétés, libérant les esclaves sur son passage. C'était une véritable épopée. Il vivait de la terre, mais Spartacus s'efforçait de maintenir une certaine discipline, d'éviter les excès gratuits qui auraient pu aliéner la population locale. Il avait un objectif, la liberté, pas la destruction aveugle. C'est là qu'une question cruciale a commencé à se poser. Où aller? Quel était le but ultime de cette marche? Spartacus, semble-t-il, avait une vision claire. Traverser les Alpes, sortir d'Italie, et permettre à chacun de ses hommes de retourner chez lui, libre, dans sa patrie d'origine. La liberté, pour lui, c'était le retour à son foyer. Mais tous ne partageaient pas cette vision. Certains, comme Crixus, le Gaulois, voulaient continuer à piller le sud de l'Italie, à vivre de conquêtes et de richesses. Ils rêvaient de gloire et de vengeance, pas forcément d'un retour paisible. Et c'est là, hélas, qu'une division fatale est apparue au sein de l'armée des révoltés. En 72 avant Jésus-Christ, Crixus et une partie de la troupe, environ 30 000 hommes, se sont séparés de Spartacus et se sont dirigés vers le sud. Ce fut une erreur terrible. Ils furent bientôt rattrapés par les légions romaines, menées par un nouveau général, bien plus redoutable, Marcus Licinius Crassus. Crixus et ses hommes furent massacrés près du mont Garganus. Spartacus, lui, continuait sa marche vers le nord, avec le gros de ses troupes. Mais la mort de Crixus fut un coup dur, non seulement humainement, mais aussi stratégiquement. Rome, cette fois, ne rigolait plus du tout. La révolte d'esclaves n'était plus une simple nuisance, c'était une menace existentielle. Elle paralysait l'économie, elle terrorisait les citoyens, elle remettait en question l'ordre social tout entier. On ne pouvait pas laisser Spartacus continuer sa route. Le Sénat romain a alors désigné un homme d'une immense richesse, d'une ambition féroce et d'une cruauté légendaire, Marcus Licinius Crassus. Crassus avait un seul objectif, écraser Spartacus, quel qu'en soit le prix. Il a levé des légions, 6 au total, soit près de 40 000 hommes. Et il n'a pas hésité à utiliser des méthodes extrêmes pour remotiver ses troupes. Après une défaite contre Spartacus, il a appliqué la décimation. Un soldat sur 10 était tiré au sort et exécuté par ses camarades. Une pratique barbare, rarement utilisée, mais qui a eu l'effet voulu, la terreur a ramené la discipline. Spartacus, conscient de la détermination de Crassus, a de nouveau mis le cap vers le nord. Il voulait atteindre les Alpes, la liberté. Mais les légions romaines, sous le commandement impitoyable de Crassus, se sont montrées implacables. Elles ont talonné les rebelles, les empêchant de prendre du repos, de se ravitailler correctement. Le chemin vers la liberté semblait s'ouvrir. Mais Crassus, avec sa ruse, a réussi à le bloquer. Il a manœuvré, empêchant Spartacus de traverser les Alpes. Et là, Spartacus a commis une erreur stratégique. Au lieu de forcer le passage, il a rebroussé chemin, descendant vers le sud de l'Italie, en direction de la Calabre, la pointe de la botte italienne. Son idée était peut-être de traverser la mer et de rejoindre la Sicile, une île où l'esclavage était également très répandu, et où d'autres révoltes avaient eu lieu par le passé. Il a tenté de négocier avec des pirates pour qu'ils transportent son armée en Sicile. Mais les pirates, après avoir reçu leur paiement, ont trahi Spartacus et se sont enfuis, le laissant piégé. Crassus, lui, n'a pas laissé passer l'occasion. Il a construit une immense fortification, une ligne de défense de plusieurs kilomètres de long, composée d'un fossé profond et d'une palissade. Il a ainsi piégé l'armée de Spartacus dans la péninsule du Brutium, aujourd'hui la Calabre, coupant toute retraite par la terre. L'hiver s'est installé, rigoureux, et la faim a commencé à tenailler les rebelles. Spartacus et ses hommes étaient pris au piège. Mais le gladiateur n'avait pas dit son dernier mot. Une nuit, de nouveau, il a eu une idée folle. Profitant d'une tempête de neige, il a ordonné à ses hommes de remplir une partie du fossé avec des branchages, de la terre, et même les corps de leurs propres compagnons morts. Dans l'obscurité, dans le froid mordant, ils ont franchi la fortification romaine. Un exploit incroyable, mais un exploit coûteux, qui a sans doute épuisé une partie de ses forces. Spartacus avait échappé au piège de Crassus, mais il n'était pas hors de danger.
2 autres grands généraux romains, Pompée et Lucullus, qui revenaient de leur campagne victorieuse en Espagne et en Orient, étaient en route pour le traquer. Le temps était compté. Spartacus a tenté une dernière fois de négocier avec Crassus, mais l'heure des pourparlers était révolue. Rome voulait la destruction. La bataille finale a eu lieu au printemps 71 avant Jésus-Christ, quelque part en Lucanie, une région du sud de l'Italie. Les armées de Spartacus, affaiblies, épuisées, mais désespérées, ont affronté les légions de Crassus. Les sources racontent que Spartacus a lui-même chargé en première ligne, cherchant à atteindre Crassus en personne pour un duel fatal. Il aurait tué 2 centurions romains, aurait lutté avec une bravoure surhumaine. Mais il était submergé par le nombre, par la puissance de l'armée romaine, bien entraînée, bien équipée. Son corps n'a jamais été retrouvé. A-t-il été déchiqueté au point d'être méconnaissable? Ou sa disparition est-elle devenue, pour la légende, un symbole de son immortalité? Quoi qu'il en soit, sans son chef, l'armée des esclaves s'est effondrée. C'était la fin de la révolte. La vengeance de Rome fut terrible. Crassus a capturé 6000 rebelles. Et pour envoyer un message clair, un message d'une brutalité glaçante à quiconque oserait défier l'ordre romain, il les a tous fait crucifier le long de la Via Appia, la grande route qui reliait Capoue à Rome. Pendant des kilomètres, les croix se succédaient, macabres rappels de la puissance de Rome et du prix de la rébellion. Ainsi s'est achevée l'histoire du gladiateur rebelle, Spartacus. Une flamme qui a brûlé si intensément, mais qui a fini par s'éteindre sous le rouleau compresseur de l'Empire. Alors, pourquoi, chers amis, après plus de 2000 ans, ce nom continue-t-il de nous fasciner? Spartacus n'a pas gagné, sa rébellion fut écrasée, il n'a pas fondé un royaume, il n'a pas renversé Rome. Et pourtant, son histoire nous parle. Elle nous parle de la dignité humaine. Elle nous parle de la soif de liberté qui est ancrée en chacun de nous. Elle nous parle du courage de défier l'impossible, de dire non à l'injustice, même quand les chances sont minces. Spartacus est devenu un symbole universel, celui de l'opprimé qui se lève contre l'oppresseur, de l'individu qui refuse de se soumettre à un destin cruel. Son histoire a inspiré des œuvres d'art, des romans, des films, des mouvements politiques. C'est le mythe du David contre Goliath, transposé dans l'Antiquité romaine. Plus qu'un simple gladiateur, Spartacus est devenu l'incarnation d'une idée, celle que la liberté est un bien si précieux qu'il vaut la peine de mourir pour elle. Et c'est cette idée, plus que les faits historiques précis, qui a traversé les âges et continue de résonner en nous. Il était l'historien du dimanche de sa propre révolte, l'homme qui a réécrit, pour un temps, le script implacable de l'histoire romaine. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire de Spartacus, le gladiateur qui a fait trembler Rome. Une histoire de lutte, de courage et de liberté qui, je l'espère, vous a captivé. Je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce voyage dans le passé. N'oubliez pas, l'histoire est pleine de ces figures incroyables qui nous rappellent la complexité et la richesse de l'aventure humaine. On se retrouve dimanche prochain, pour une nouvelle page d'histoire, toujours avec l'historien du dimanche. D'ici là, prenez soin de vous, et portez-vous bien. À très vite.